Bonjour Denis Gravouille. Bonjour. Salut Pierre. Salut. Merci d'avoir accepté notre invitation, Denis. Denis, tu es secrétaire général de la CGT Spectacle, qui soutient les occupations de théâtre un peu partout en France, une trentaine environ actuellement, pour réclamer, entre autres, la réouverture des salles et la prolongation de l'année blanche pour les intermittents du spectacle. On va y revenir, mais d'abord, tu as pris la parole avec Salomé Gaddafi vendredi soir lors de la soirée des Césars, une soirée très politique placée sous le signe des luttes. Tu l'as trouvé comment, toi, cette soirée? Si tu me permets, je voudrais juste dire que on ne soutient pas les occupations, on les organise avec d'autres, mais l'occupation de l'Odéon, c'est à l'origine la CGT Spectacle et un groupe, et puis maintenant c'est parti dans une trentaine de villes, et je pense que c'est pas fini. Sur la soirée des Césars, bon, la soirée des Césars, c'est une soirée des Césars, mais ce qui était très curieux, puisque j'ai négocié avec la direction des Césars, c'était que d'habitude, c'est très difficile d'obtenir une prise de parole, même quand il y a des mouvements et autres. Et là, pour plein de raisons, il fallait qu'on soit là. Il fallait qu'on soit là parce que le milieu culturel est complètement déprimé. Même les patrons de salles de cinéma ont besoin de faire pression là-dessus. Mais ça a été une négociation difficile parce qu'ils voulaient nous cantonner à un rôle de figurant dans l'entrée. Et on leur a dit, on ne vient pas s'il n'y a pas une prise de parole. Ensuite, je n'ai pas eu tout regardé parce que du coup, j'étais dans les coulisses à attendre la prise de parole. Donc, j'ai regardé après coup. Il y a des prises de parole très intéressante de Jeanne Balibar en particulier, évidemment la performance de Corinne Maziero, ou même des sujets sur les lois de sécurité globale. Donc c'est bien qu'il y ait eu éruption dans les Césars de ça, mais on sait que c'est qu'un coup. Quand l'industrie du cinéma et les patrons de l'industrie du cinéma auront repris la main et que les sorties de salles reviendront pour avoir une expression politique dans les salles, dans la soirée des Césars, ce sera à nouveau retournez chez vous, quoi. Touchez pas au business. Donc là, ils avaient besoin de faire du buzz. C'est leur plus basse audience Ouais. parce qu'il n'y a pas de sortie de cinéma. Et donc, ils avaient aussi besoin de faire du buzz. On n'est pas dupe sur le fait qu'ils nous donnent la parole. Mais en tout cas, ça nous a permis de parler devant 1,6 million personnes. C'est déjà ça. Et ça aide aussi à encourager le mouvement d'occupation qui est très important. Alors, avant d'en venir au mouvement d'occupation, justement, c'est quoi l'état en ce moment des discussions avec la ministre de la Culture? Vous l'aviez rencontrée, elle était même venue vous voir il y a 10 jours. Il y a encore un dialogue avec elle? Il y a un dialogue parce qu'il y a toujours des contacts avec ses conseillers, mais on est en train de préparer la réunion ce qu'on appelle le Conseil national des professions du spectacle qui est prévu le 22 mars, donc dans une semaine, qui est une réunion qu'on réclamait depuis longtemps. Simplement, ils l'ont court-circuité cette réunion puisqu'ils ont organisé une réunion avec Matignon samedi et qu'ils étaient persuadés qu'ils allaient nous faire sortir avec des annonces soi-disant substantielles, sauf qu'ils se foutent de nous. Les annonces substantielles du Premier ministre, elle se résume à dire que, on a rajouté 20 millions d'euros aux 30 millions supplémentaires du plan de relance. Donc, en gros, si on est large, 50 millions d'euros, et 50 millions d'euros, ça correspond pas du tout suffisamment. C'est bien pour les équipes artistiques, des compagnies et autres, mais ça suffira pas à faire un volume d'emploi qui approche de ce qu'on demande. Il faut juste savoir que ça, c'est une des revendications. C'est qu'il y ait réouverture ou pas. La question de la réouverture est importante, mais avant la réouverture, il y a des gens qui ne travaillent plus. Et l'activité partielle, qui a été la mesure phare du gouvernement pour permettre à maintenir l'emploi, elle n'a pas marché pour maintenir l'emploi des intermittents du spectacle, des artistes, des techniciens, notamment en spectacle vivant. Donc, le volume d'emploi, il s'est effondré. Et avant de parler de droits sociaux, on dit on peut faire travailler les gens en résidence de création, en répétition avant l'ouverture. Et après l'ouverture, il faut un plan de reprise parce que si c'est une ouverture partielle où il y a un spectacle sur 5 qui joue, on aura un volume d'emploi extrêmement limité. Donc, c'est pour ça qu'il faut ce budget spécial qui est en gros la même chose que ce qu'ils ont fait sur l'activité partielle, mais pour pouvoir travailler dans le spectacle. Bon, ça, c'est une des revendications, mais on va revenir sur les autres. Mais justement, c'est la principale chose que vous demandez à la ministre et au ministère de la Culture, c'est de sortir le carnet de chèques, c'est ça? C'est qu'au bout d'un moment, il faut donner de l'argent à tous ces emplois qui aujourd'hui ne peuvent plus travailler. Et en fait, c'est une question d'emploi, c'est une question de politique culturelle. Mais vous l'avez Si on fait pas chiffré, ça, juste, est-ce que vous l'avez chiffré? Parce que tu dis 50 millions, c'est pas assez. Mais combien est-ce qu'il faudrait enfin, sortir? quand ils ont annoncé 50 millions, on leur a dit il manque un zéro.
On n'obtiendra pas les 500 millions Donc, c'est d'euros sans 500 doute, millions. mais c'est certainement dans cet ordre-là. Et on est en train de chiffrer la perte de volume d'emploi et de volume de masse salariale qui s'est fait entre 2019 et 2020 et avec 2021. Maintenant que ça dure, il faut que les gens puissent travailler. Et quand ça va réouvrir partiellement, il faut qu'on puisse définir quelle forme artistique il y a qui vont être présentées. Je dis ça parce que les directeurs de salles, même qui nous soutiennent ou pas d'ailleurs, disent nous, on va avoir un embouteillage quand ça réouvrira. Avec tous les spectacles en stock, on ne pourra rien prendre de nouveau. Alors, par contre, on peut ouvrir des chapiteaux, on peut faire des choses en plein air, on peut faire différentes propositions et il faudra compenser le fait que de toute façon, il y a des festivals qui continueront d'être annulés. Il y en a déjà plusieurs qui ont été annoncés comme annulés ou alors avec des petites jauges. Je ne sais pas quelle gueule aura Avignon cet été, mais ça ne se passera pas de la même façon qu'en 2019. Donc, c'est ça qui. Enfin, là où une ministre de la Culture digne de ce nom devrait imaginer un plan d'adaptation de la politique culturelle. Et là, il nous dit juste attendre, et de tout obliger sur une réouverture, mais une réouverture complète où on travaille tous dans de bonnes conditions et où le public peut avoir accès à autant de diversité, c'est pas pour demain. Et donc, c'est pour ça aussi qu'il y a ce sujet-là. Dans les autres revendications, il y a la prolongation de l'année blanche aussi pour les intermittents du spectacle qui va s'arrêter au 31 août 2021. Ça veut dire que vous avez acté que dans les 6 prochains mois, il n'y aura pas de travail? Alors, surtout, il y a deux sujets sur l'assurance chômage qui se rejoignent. Un, pour les intermittents du spectacle, l'année blanche qui avait la première année blanche, puisque c'est comme ça que ça s'est appelé, donc c'est une prolongation des droits pour toutes et tous, pour tous ceux qui avaient des droits ouverts, jusqu'au 31 août 2021. Comme il faut un an pour travailler normalement et avoir les heures, comme on dit dans le métier, avoir suffisamment travaillé pour atteindre les 507 heures, ça voulait dire qu'en gros, on avait tous recommencé à travailler normalement depuis le 1er septembre 2020, et ce qui n'est pas du tout le cas, et ce qui est loin d'être le cas. Donc, c'est pour ça qu'il faut une nouvelle prolongation, parce qu'au 31 août, il y a 50% des artistes et un tiers des techniciens, d'après les études, qui vont se retrouver sans rien. Pas assez de travail, ou même quasiment pas pour certains, et pas de quoi ouvrir les droits. Donc, c'est sûr qu'il faut une prolongation, mais pas une prolongation au rabais comme c'est plus ou moins écrit dans la lettre de mission confiée à André Bourron. Donc, on est en train de travailler à leur dire, mais il faut qu'il y ait une prolongation sans condition pour un certain nombre de gens. Et puis, par ailleurs, ça se fait dans le contexte d'une réforme de l'assurance chômage où, au 1er juillet, le gouvernement a décidé qu'on allait saquer les droits, mais vraiment de baisser de façon très forte des gens qui nous ressemblent, qui sont parfois les gens qui bossent sur les festivals, les gens du catering, de la sécurité, de l'accueil, de la billetterie, tous ces collègues qui sont sur les festivals, qui ne sont pas dans le champ des annexes qu'on appelle les intermittents du spectacle, les annexes 8 et 10. Et eux, ils ont vécu la même chose. Alors, ce ne sont pas forcément uniquement liés au festival, mais les extra-hôteliers, des guides conférenciers, et qui sont des CDD du régime général, comme on dit. Et eux, non seulement on ne leur accorde pas une prolongation des droits alors qu'ils vivent la même situation que nous, des gens qui sont complètement pas de boulot et plus d'allocation chômage, mais en plus, on veut leur baisser les droits au 1er juillet. Donc, on n'est pas seulement solidaire, on est solidaire parce qu'on sait que les intermittents n'auront pas grand-chose, ils auront des miettes si d'un côté, il y a une économie sur le dos des chômeurs au 1er juillet et autres, mais parce qu'on sait que la logique de village d'Indiens, le dernier village ou dernier village d'irréductibles gaulois entouré, quand toute la Gaule est occupée, comme on dit, eh ben c'est mortifère. Il y a une renégociation de l'assurance chômage en 2022. Si on n'obtient pas que ça change complètement sur le régime général, on sauvera peut-être une partie des intermittents du spectacle, mais on gagne un an. Voilà. Donc, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Alors, le gouvernement, j'ai encore eu la conseillère de Bachelot qui dit non, mais séparer les intermittents vont obtenir quelque chose, mais pas le reste. Voilà. Mais personne ne veut ça. Tout le monde veut des droits pour toutes et tous. Il n'y a pas de raison de se faire de laisser tomber des collègues de travail, par exemple.
Alors, donc vous occupez des théâtres aujourd'hui un peu partout en France, dans une trentaine de villes. C'est des théâtres qui ne fonctionnent plus, hein, qui n'accueillaient plus de public depuis quelques mois suite à des décisions gouvernementales pour cause de Covid. Vous demandez donc, on a compris, aussi, entre autres, leur réouverture au plus vite. Pourquoi, quitte à récupérer vos moyens de production, finalement, vous n'allez pas plus loin dans la désobéissance civile et pourquoi vous ne les faites pas marcher? Pourquoi vous ne les réouvrez pas, en fait, en respectant bien sûr des consignes de sécurité sanitaire à cause du Covid? Alors, il y a deux choses. D'une part, les théâtres sont fermés au public, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne fonctionnent pas. Ici, à l'Odéon, il y a une répétition d'une pièce qui devait se jouer à partir du 19 mars, qui ne pourra pas jouer avant un an, puisque du coup, report, etc. L'équipe, elle travaille, elle est en train de faire la création de la pièce. Donc, ils sont là jusqu'à fin mars. Mais vous, quand vous dites réouverture, c'est pour le public. Oui, tout à fait. Mais donc, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de rencontre avec le public, mais il y a du travail quand même. Alors, ça marche dans un théâtre public qui est subventionné. Ça marche pas pour les collègues de la musique, par exemple, qui travaillent dans des lieux qui fonctionnent que à la recette. Donc, j'ai vu à Nantes, j'étais samedi au théâtre Gralin à Nantes occupé. Pareil, il y avait la captation d'un spectacle, mais ils ne pouvaient pas le présenter en public. Ça pose un autre problème. On présente des petites formes. Il y a des concerts sur les places, sur les agoras. Bon, il y a des questions. Accueil public, c'est compliqué pour plein de raisons, mais on pourrait l'organiser. Ce serait ici à l'Odéon, ce serait particulièrement tendu certainement. Mais il y a un autre sujet, c'est que on se bat pour vivre de notre travail et être payé des productions. Jouer gratuitement en réouvrant au public, ça passe pas dans les débats dans les AG. On veut réouvrir en étant payé de notre travail. Donc, du coup, réouvrir avec du travail gratuit, ça ne sera pas, ça ne sera pas possible. On veut tout. On veut travailler, on veut rencontrer le public, mais on veut vivre de notre boulot. Et c'est pour ça que, entre autres, il y aura des formes limitées de spectacles. Bon, à l'Odéon, ici, c'est particulièrement compliqué pour faire rentrer du monde, euh, mais bon, à Nantes, où il n'y a pas de problème, ils le feront. Ils ont décidé de faire des formes limitées pour plein de raisons. Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui disent que le fait que les théâtres soient fermés n'est qu'un désastre finalement pour l'imaginaire pour ceux qui y vont, c'est-à-dire les bourgeois? C'est une vraie question, la démocratisation culturelle. Et c'est clair que le public qui va à l'Odéon, c'est pas forcément euh, toutes les franges de la population, mais on porte l'idée que justement dans l'idée du désembouteillage, il faut qu'il y ait une troisième décentralisation parce que il y a quand même eu des vagues qui ont permis à ce que ce soit pas seulement les bourgeois parisiens, parce que rappelons-nous ce qu'est le Théâtre national populaire de Villars et qui a aussi créé le Festival d'Avignon. Il voulait la culture élitiste pour tous. C'est comme ça c'est ce qu'il disait. Donc, quelque chose d'exigeant, mais qui soit ouvert à tout le monde. Et il y avait des, euh, des spectacles dans les usines à Renault ou ailleurs. Bah, là, il y a une vague à prendre. Je me rappelle avoir vu à Avignon un, un spectacle monté par notamment des femmes qui s'étaient battues contre la fermeture de leur usine et qui avaient monté un spectacle. Ils avaient vu des cachets. Et ils étaient venus à Avignon et ils ont pris goût au théâtre, non seulement en faisant un peu, mais en disant que jusqu'à présent, elles voyaient ça, les ouvrières samsonites, elles avaient dit, elles pensaient que c'était pas pour elles et en fait, à 60 ans, elles ont découvert qu'elles adoraient ça. Donc, c'est cette phase de démocratisation, et ben, on peut le porter dans l'idée des embouteillages parce qu'on peut aller auprès des quartiers avec des chapiteaux et autres, et puis ça nécessite un vrai travail sur le service public, sur la médiation, et c'est le contraire de ce que fait ce gouvernement qui file tout au privé, mais dans matière de culture, c'est pareil. Donc là, il y a un débat sur ce que c'est le service public et subventionné dans la rencontre des publics. Parce qu'il y a des gens qui font un boulot de dingue et qu'il faut encourager. Ce gouvernement, avant la crise, il avait mis au point un truc qui s'appelle le Pass Culture, qui est une catastrophe et démagogique parce qu'on dit on va filer 500 euros pour les jeunes, ils vont trouver une appli et ils trouveront ce qu'il y a à côté de chez eux. Le résultat, c'est que les jeunes ne s'en parlent même pas, ils ne dépensent pas les 500 euros. Mais en plus, c'est censé être l'appli qui va te guider. Qu'est-ce qui se passe? Ils achètent un instrument de musique au mieux, voire ils achètent des trucs qu'ils revendent. Mais s'il n'y a pas de médiation, ils vont pas pousser la porte du théâtre pour autant. Parce qu'il y a l'appli qui leur dit, regardez, il y a le théâtre qui est à côté. S'ils ont peur d'y aller, c'est pas seulement une question d'argent, ils vont pas franchir la porte.
Alors, on reproche aussi un peu aux artistes d'être corporatistes, en fait, de se mobiliser que pour leurs propres intérêts. On reproche d'ailleurs surtout ça aux intermittents du spectacle. Est-ce que la culture est vraiment un monde à part? Est-ce qu'il faut considérer que cette période de crise sanitaire où finalement chacun est touché, est-ce qu'on doit réaffirmer que la culture, dans cette situation-là, doit encore une fois être traitée différemment? Je réponds deux choses. D'abord, ce qu'on a dit sur l'assurance chômage, c'est étonnant, c'est fabuleux. Personne ne veut être sauvé tout seul, parmi ceux qui occupent et ceux qui soutiennent. Personne ne veut être sauvé en ayant une année blanche pour les intermittents et pendant ce temps-là, l'assurance chômage est flinguée. Donc, c'est pour ça ils n'ont pas compris au ministère qu'on dise, mais pourquoi tu ne faites pas que les intermittents? Bah, non, alors moi, je suis en charge du dossier pour la CGT des deux côtés, mais c'est pas parce que moi, je suis en charge du dossier sur les deux côtés que c'est devenu. C'est vraiment une poussée de tous ceux qui sont là en se disant on ne peut pas se sauver tout seul. Voilà, je trouve ça grand que ce soit partagé à ce point-là dans la profession, à ce que ce soit pas uniquement corpo. Et puis, la deuxième chose, c'est que si ça prend une telle ampleur et qu'il y a un tel soutien, je l'ai vu à Nantes, ça fait du bien d'aller voir ailleurs, voir ce qui se passe encore, et je sais que c'est à différents endroits. Et si on voit tous les messages de soutien qui affluent, c'est que les gens nous appellent, nous laissent des messages pour nous dire vous nous avez redonné de la joie, ce qui est un peu le rôle du spectacle aussi, dans ce marasme, on va dire les choses clairement. Ce gouvernement, il a préservé quoi avec ces mesures très importantes pour l'économie, avec des milliards, en disant il n'y a pas d'argent magique, mais il y a eu 42 milliards pour l'activité partielle ou autre. Il a préservé les rapports marchands, il a préservé ces relations-là. Et je crois que le soutien, il exprime un ras-le-bol de n'avoir préservé que les rapports marchands et pas les rapports de convivialité, de partage, d'échange, qui sont entre autres la culture. C'est ça qui est en train de sortir dans ce fort soutien et qui met le gouvernement très très mal à l'aise. Merci beaucoup, Denis Gravoul. Mais de rien, merci à vous.